Bonsoir tout le monde, bonsoir chers amis, bonsoir chers traders investisseurs, bonsoir la communauté cryptoïdique. Surtout un bonsoir particulier au résistant à protection. Alors, je suis certain que chacun de vous, voilà, se trouve, voilà, en très bonne santé ce soir à poursuivre ce coaching. Alors, comme promis, voilà, c'était promis aujourd'hui, cette fois à midi, que je devais, voilà, vous partager des notions essentielles de management, de trading, et qui, au cours desquelles, voilà, je vais également vous partager, euh, voilà, la pratique, partager l'utilisation de la méthode. Donc, ce soir, on ne sera pas simplement théorique, mais on sera beaucoup plus pratique. Et voilà, dans cet exemple-là, nous allons utiliser la crypto Bintoser ou encore Tao USDT comme exemple. Nous allons également prendre en considération la crypto USDT, Hyper, voilà. Ce sont des cryptos sur lesquels nous allons voilà, illustrer dans ces coachings. Alors, comme vous l'avez remarqué, j'ai décidé et voilà, je décidé de commencer à donner des coachings, voilà, des coachings publics. Il y a plusieurs raisons, voilà, il y a plusieurs raisons pour lesquelles, voilà, il est essentiel, il est extrêmement important pour moi de vous partager des notions capitales, voilà, sur les marchés financiers et particulièrement euh, dans la filière des spéculations et l'investissement. J'ai appris beaucoup sur ça, j'ai de l'expérience sur ça, et je pense que si je ne fais pas un effort de ma part, sans pourtant accuser les autres, oui, si je ne fais pas un effort de ma part, ceux qui me suivent, ceux qui attendent quelque chose de moi, ne pourraient rien obtenir. Donc, gagner, oui, mais ça fait encore beaucoup plus de bien si les connaissances qui vous permettent, ou encore l'expérience qui vous permet, voilà, de mieux décider sur le marché et faire des profits sont partagés avec les autres. Comprenez? Donc, j'ai décidé ainsi de commencer à animer des coachings si l'occasion se présente, si les temps se présentent, car j'ai des occupations. Je suis également un trader actif, d'où voilà, le fait de donner un coaching, cela voudrait dire que vous devez suspendre certaines de vos activités afin, voilà, afin d'animer voilà, une telle conférence. Alors, aujourd'hui, notre thème, c'est le thème de notre coaching de ce soir, c'est voilà, c'est à quel moment, voilà, faudrait-il vendre les marchés, à quel moment faudrait-il décider de shorter les marchés. J'y ai pensé aujourd'hui et voilà, je décide également de ne pas tarder et de faire car l'occasion est exceptionnelle. Alors, d'abord, comme vous pouvez le lire ici, c'est écrit coaching du trader d'impact. Alors, je vais attirer quand même votre attention aussi. Les mots ici, trader d'impact. Les mots ici, trader d'impact. Trader d'impact, qu'est-ce que cela veut dire? Alors,
D'abord, vous devez comprendre que ce coaching, voilà, n'est pas un plaisir. Hein? Ce n'est pas des choses où je le fais par plaisir. Non. Ce sont des recherches qui sont combinées avec mon expérience. Alors, vous devez donc les prendre en considération au sérieux. Alors, qui est un trader d'impact dont je le suis? Un trader d'impact, d'abord, c'est quelqu'un qui considère le trading comme un métier. C'est quelqu'un qui considère le trading comme un domaine en comparaison avec la médecine, l'environnement, l'économie, euh, l'informatique, etc. Donc, un trader d'impact, c'est d'abord quelqu'un qui considère le trading comme un domaine tout à fait particulier et qui s'appuie ou encore qui décide alors d'apprendre sur ce domaine afin de capitaliser et travailler pour la croissance de son portefeuille. Si vous pensez que le trading c'est un jeu d'hasard sur lequel vous devez ou encore vous allez commencer à peut-être je vais tenter voilà, je vais tenter d'investir 10 $. Encore je vais tenter d'investir 25 $ pour ensuite peut-être devenir millionnaire, pourquoi pas. Sachez que vous n'êtes pas au bon endroit. Vous n'êtes pas du tout au bon endroit. Et ce n'est pas ici que vous aurez, voilà, ce type d'information où on vous dit tu investis 10 $ pour aller chercher 10 000 $, 100 000 $. Ici, on vous apprend des domaines, on vous apprend l'éducation financière. On vous apprend la gestion de l'argent, on vous apprend l'investissement au sens du terme. Et tout en s'appuyant sur notre expérience sur les marchés. Un trader d'impact, c'est celui qui considère le trading comme un domaine particulier où il peut bâtir sa richesse, il peut bâtir son empire. Un trader d'impact, c'est celui qui considère le trading comme un domaine où si j'apprends, si je mets du sérieux, si je m'investis, je gagnerai encore beaucoup plus. Un trader d'impact, c'est celui qui prend en considération ses décisions sur le marché et qui pense que si demain, au regard des multiples actions, entreprises, les marchés lui récompensent son fait, il sera alors un modèle pour les autres. Un trader d'impact, c'est celui qui n'agit pas seulement pour gagner, mais qui travaille également pour la croissance des autres. Un trader d'impact, c'est celui qui fait des efforts pour que les autres puissent maîtriser les marchés et comprendre le domaine de l'investissement et de la finance au sens propre du terme. Je ne vais pas ici accuser quelqu'un ou parler voilà, des autres ou encore voilà, de nos aînés, des gens africains qui ont des connaissances pointues, qui maîtrisent parfois ou peut-être le marché plus que moi, de ne pas promouvoir le trading comme il se doit. Mais je vais faire de mon mieux pour le faire. Je vais faire de mon mieux en tout cas pour que ceux qui me suivent, ceux qui me lisent, puissent considérer le trading comme un domaine. Et qu'il puisse être facile d'aller à un moment que c'est un jeu d'hasard. C'est un jeu où tu tentes. Non. En plus, mon objectif ici, de créer d'abord la plateforme CryptoEduc, c'est de vous éduquer. C'est d'éduquer cette jeunesse africaine
qui n'a pas des informations suffisantes sur la bourse et l'investissement. Cette jeunesse qui est, euh, face voilà, à des gens qui ne veulent pas les programmer, qui veulent simplement les soutirer les peu d'argent qu'ils ont, afin de ne rien comprendre par la suite. Mon objectif ici, c'est d'éduquer la jeunesse congolaise et africaine en particulier dans la prise de conscience des domaines des financiers, dans la compréhension des flux mondiaux, des flux capitaux mondiaux. Mon objectif, c'est l'éducation de la jeunesse à l'éducation financière. Donc, on est là pour comprendre comment circule l'argent. On est là pour comprendre comment on peut tirer parti de ces mouvements. C'est simplement ça en fait, les trading. Les trading, c'est simplement, il y a des capitaux qui sont portés de circuler, voilà. Il y a des échanges qui sont portés de faire. Et nous, notre objectif, voilà, c'est de comprendre comment nous pouvons tirer l'épingle du jeu, comment nous pouvons tirer profit de cette circulation-là des capitaux. C'est simplement ça. Alors, comme j'avais promis, je vais être quand même le plus bref. Je pense que je vous ai expliqué quand même ce que c'est un trader d'impact, et voilà. Et ce qui est le plus important à comprendre également. Alors, nous allons directement passer, voilà, passer à quelques explications théoriques avant d'entamer des exemples pratiques sur les graphiques. À quel moment faut-il shorter le marché? À quel moment faut-il vendre le marché? Alors, on va s'appuyer sur la stratégie vortex et résultat. Voici les éléments sur lesquels il faudrait vous appuyer, ou encore je m'appuie le plus souvent, avant de vendre ou shorter le marché. D'abord, la structure du prix. Et là, on parle du price action. Price action, l'action du prix, c'est simplement ça. À quel moment faut-il vendre le marché? Lorsqu'il y a, par exemple, une rupture d'un support ou les rejets d'une zone de résistance. Lorsqu'il y a formation des patterns baissiers, des formations de patterns, les patterns ce sont des schémas. Lorsqu'il y a des schémas qui se dessinent, vous le savez très bien. Il y a des patterns qui sont efficaces, qui se répètent, qui sont clairs, voilà. Et il est important de les identifier. Nous en avons beaucoup, plusieurs sortes de patterns. Rejet violent, c'est une résistance majeure. Lorsqu'il y a rejet, c'est une résistance majeure. Ici, nous sommes, et nous parlons particulièrement des shorts ou encore de la vente du marché. C'est-à-dire de la prise de position à la baisse sur le marché. On ne va pas parler de comment, voilà, comment couper son trade, ou encore, voilà, lorsqu'on a investi, à quel moment faut-il sortir? Non. Ici, c'est comment, voilà, se positionner à la baisse sur le marché, à quel moment sortir, comment définir ses entrées et sorties. C'est ça, en fait, l'objectif de ce coaching. Alors, comme je l'ai dit, ça, c'est d'abord la structure du point. Il est d'abord important de déterminer ou encore de comprendre et définir la structure du point et de savoir à quel niveau les points se trouvent. On ne va pas partout. Il est d'abord important d'identifier d'abord. Il est d'abord important d'identifier les points. Et ensuite, voilà. Une fois que vous allez identifier les points, vous allez alors faire un effort de déterminer dans quelle zone ou encore dans quel niveau il se trouve. Tendance globale du marché. Dans quelle tendance nous trouvons actuellement? Ou encore, face au graphique, nous sommes dans quelle tendance? Je suis face à un marché qui est dans quelle tendance? Vous comprenez?
Nous sommes dans une tendance haussière, nous sommes dans une tendance baissière, nous sommes dans une tendance nette. C'est très important de prendre cela en considération. Et il y a aussi la question des pièges. Pièges des corrélations intermarchés, BTC altcoin. Est-ce que mes décisions s'appuient simplement si cette question des corrélations, ou bien je m'appuie réellement, voilà. Je m'appuie réellement sur les données que j'ai, sur l'actif que je traite. Comprenez? Tous ces facteurs-là, il faut comprendre ça. Les pièges, il y a un piège ici, c'est parce que la plupart ou encore la majeure partie des gens n'en tiennent pas du tout compte. Est-ce que vous prenez des décisions en fonction ou en fonction ici? Excusez. Donc, vous prenez vos décisions simplement en fonction des corrélations, voilà. Intermarché ou non, si les bitcoins descendent, les altcoins vont suivre. C'est très important de comprendre cela. On ne va pas les marchés simplement, c'est parce que les bitcoins chutent et les autres crypto-monnaies vont suivre. Non, c'est une erreur grave. C'est une erreur grave de passer ainsi. Car si les marchés, il y a toujours, parfois, voilà, cette décorrélation. Et il faudrait comprendre à quel moment il se trouve. La décorrélation se trouve dans un niveau où vous avez, par exemple, un marché qui était, ou encore un actif, ou encore une crypto-monnaie qui était tellement baissier. Alors, il y a eu des gens qui se sont beaucoup plus positionnés, ils ont acheté, ils ont acheté. Et le marché commence à remonter, ou encore le marché commence à prendre la direction haussière. Et voilà, dans ces conditions-là, ou encore dans ces contextes-là, la question des corrélations ne tient plus. Il ne tient plus. Parce que là, ce n'est plus la direction qui prend les BTC qui définit voilà, la tendance de cet actif, mais les données réelles et voilà, et les actions qui se produisent dans cet actif-là. Vous comprenez, ou encore les ordres, ou encore les capitaux qui sont investis dans cet actif-là. Donc, il faut toujours tenir compte de cela. Comprenez? Donc, sentiment du marché. Moi, ma stratégie a toujours été simple. Je n'ai pas besoin de... Je ne m'appuie pas sur des indicateurs magiques, non. Les sentiments du marché. Je regarde les sentiments du marché. Je regarde simplement l'indice psychologique du marché que je traite. Comprenez? À quel niveau nous nous retrouvons? Nous avons ces données-là et nous avons cette facilité-là d'avoir accès. Vous comprenez dans quelle zone, dans quel niveau nous nous retrouvons? Excès d'optimisme sur les réseaux sociaux. Quel est le sentiment actuel des traders? Quel est le sentiment actuel des investisseurs? Particuliers ou encore institutionnels? Est-ce qu'ils sont optimistes ou encore ils sont dans un niveau d'euphorie? C'est très important de prendre cela en considération. Contexte macroéconomique. Alors, vous devez comprendre que les marchés crypto, c'est un marché, voilà, qui est sensible. Qui est sensible, en tout cas, aux news et aux nouvelles informations. C'est un marché extrêmement sensible aux news et aux nouvelles informations. D'où une annonce, voilà, négative peut créer ou encore changer. On est clair d'œil, voilà, les coûts, voilà, d'une crypto-monnaie donnée.
Et il faudrait aussi prendre cela en considération. Est-ce que la crypto, par exemple, que je trade, réagit-il facilement aux nouvelles? Parce qu'il y a des cryptos, même si la nouvelle tombe, voilà, elle va d'abord essayer euh, de suivre d'abord sa direction pendant un moment, ou encore pendant des heures, avant de suivre la tendance, voilà, avant de suivre la tendance euh, négative et à provoquer des changements de ce cours. Corrélation avec Bitcoin. Si Bitcoin casse un support majeur, les altcoins suivent. Alors, souvent, lorsqu'il y a voilà, une nouvelle ou encore il y a une annonce économique importante, c'est le Bitcoin qui prend souvent les devants et les autres suivent toujours. Et là, il faudrait tenir compte ici. Là. Ici, il faudrait tenir compte de cela dans le sens où quels sont, voilà, il faudrait d'abord identifier les crypto-monnaies qui réagissent, voilà, ou encore qui sont corrélées au Bitcoin, qui suivent son mouvement, ces mouvements. Je peux vous les citer, ces cryptos-là qui suivent les mouvements du Bitcoin comme, voilà, je ne sais pas, comme un enfant qui suit en tout cas les pas de sa maman lorsqu'il, voilà, on était encore bébé. ETH par exemple, ETH, XRP, XRP. Vous avez aussi, par exemple, Fatcoin, comprenez. Vous avez encore, par exemple, vous avez encore quoi? J'ai dit, ce sont des cryptos qui suivent tous les mouvements du Bitcoin à la lettre. Bien qu'il y a parfois des corrélations. Bien qu'il y a parfois des décorrélations. Mais de là que les Bitcoins changent de mouvement, lui aussi. Il y a aussi les BNB. Il y a aussi les BNB. Vous comprenez? D'où il faudrait comprendre cela. Gestion des risques. Et ça, nous sommes sur le dernier point, un point très capital. Avant d'abord même de penser, voilà. Avant même de penser, de shorter le marché, avant de prendre une position, voilà. À la base, il faudrait d'abord définir votre niveau de sortie, c'est-à-dire votre stop loss si le marché s'est retourné contre vous. Vous devez définir un niveau clair. Et ne jamais entrer si le marché s'apprête de sortir. Vous ne pouvez pas venir seulement comme ça, non, je dois prendre une position short. Ça peut savoir à quel niveau vous allez sortir. Quel est l'objectif recherché? Si quoi est basé, voilà, et take profit. Il est appuyé, voilà, c'est une zone, voilà. Les supports, les take profit. Voilà, indéfini en fonction, par exemple, du retracement du Fibonacci. Donc, ce sont des facteurs à prendre en considération. C'est très important. Est-ce que vous avez un plan? Souvent, dans votre plan, qu'est-ce qui est défini? Vous sortez souvent lorsqu'il est marché, euh, lorsqu'il est marché encore, voilà, l'actif fait 75% de votre capital. Donc, vous voyez tous ces facteurs-là, il faut les prendre en considération. Tenir compte du levier et de la taille des positions. Nous sommes sur un marché futur. Et dans un marché futur, c'est les leviers qui déterminent souvent notre euh, capitalisation ou non. Tu peux prendre une position, mais si ton levier est exagéré, par exemple, les temps, voilà, la durée de votre trade dépend non pas simplement de vous, mais des mouvements du marché. Parce que lorsque vous prenez un effet de levier ou encore un levier qui est exagéré, cela sous-entend que vous exposez rapidement. Et voilà, votre niveau de sortie est extrêmement, voilà, votre probabilité de sortie devient extrêmement élevée. D'où vous devez, voilà, considérer, ou encore, dans votre plan d'abord ici, il doit être défini, voilà, un levier, voilà, il doit être défini
un niveau de sortie clair. Comprenez? Donc tout doit être défini en avance. Et vous devez tenir la taille des positions. Je risque combien pour gagner combien? Combien vous risquez pour gagner combien? Par exemple, les indices 3 ici, vous risquez par exemple 10 dollars pour aller rechercher combien? 30 dollars. C'est bien. Ici, si vous faites par exemple, vous avez 30 dollars, vous faites un premier trade, vous sortez négatif. Deuxième trade négatif, troisième trade, vous gagnez. Et qu'est-ce qui arrive? Vous serez gagnant. Vous comprenez? Donc, vous sortez avec 40 dollars. Donc, c'est simplement pour vous indiquer ou encore vous orienter. Privilégiez les entrées aux limites et manifester de la patience. Sans patience, vous n'allez pas prendre de bonnes positions. Vous comprenez? Sans patience, vous ne pouvez pas prendre des positions sur des meilleures zones. Et là, il est très important de comprendre cela. C'est une compétence extrêmement importante à développer. La patience, c'est ce qui différencie toujours ceux qui avancent concrètement et ceux qui sont là, voilà, en train de plénicher, en train d'acquérir les marchés, de ceci et de cela. Et les entrées en limite ici, pourquoi? C'est parce qu'ils sont, voilà, ils sont moins chers. Les entrées en limite sont moins chers, ils vous coûtent moins d'argent. Et là, c'est très capital pour vous. Donc, ça, c'est un peu théoriquement, voilà, c'est un peu théoriquement pour vous montrer les éléments sur lesquels je m'appuie souvent, voilà, voilà, avoir des, se positionner en short sur le marché. Donc, ce que je fais le plus souvent, d'abord, je fais un effort de déterminer dans quel contexte se trouve le marché. Dans quel contexte se trouve le marché. Sont dans une tendance baissière ou haussière. Je dois définir d'abord les zones, support, résistance, zone de polarité, parce qu'il y a sur des zones où les prix réagissent souvent. Et je dois faire un effort de connaître la psychologie des investisseurs. Est-ce qu'ils sont optimistes pour la montée ou la descente du marché? Vous comprenez? Et donc, on tenir tellement compte. Et je vais regarder également, voilà, la tendance globale, voilà, tendance globale du marché. Est-ce que nous sommes dans un marché où les bitcoins dominent les autres? Vous comprenez tout ça? Donc, c'est ça, c'est quoi je m'appuie concrètement. Je vais essayer également de comprendre les sentiments du marché, les contextes du marché et je protège mon capital. Et là ici, euh, nous allons passer alors à l'action. Comment, voilà, comment prendre des positions short et à quel moment faudrait-il le faire. Ici, nous sommes, voilà, nous sommes sur le marché des Tao. Alors, d'abord, je vous montre ça. Ça, nous sommes sur une zone de support. Nous sommes sur une zone de support. Et ça, nous sommes sur une zone de polarité. Une zone de polarité, pourquoi? C'est parce que c'est d'abord, c'était une résistance, vous voyez. C'était une zone de résistance. D'abord, c'était un support. Il suffit d'avoir une zone de support, comme vous pouvez le voir ici. Il suffit d'avoir un support, vous voyez. C'était d'abord un support auparavant. Alors, par la suite, c'est devenu une zone de résistance. Vous comprenez? Par la suite, c'est devenu une zone de résistance. Alors, comme c'est devenu une zone de résistance, ça veut dire que ça peut nous servir en tout cas, voilà, d'indicateur pour nos prises de position futures. Alors, ici, comme vous voyez ça, c'est une position que j'avais prise, voilà, personnellement, si Tao USD.
Et comme vous pouvez le voir ici, voilà, ça finit en stop loss. Bien que, voilà, bien que j'avais déjà coupé une partie, voilà. J'avais coupé une partie, voilà. J'avais récupéré, voilà, une partie de mon capital, voilà. Parce que dès que ça fait déjà 50%, je sors déjà partiellement sur le marché. Et là, j'étais déjà en profit et voilà, j'étais sorti, mais je vais laisser quand même le marché, voilà, évoluer. Alors, ici, qu'est-ce que vous pouvez remarquer ici? Ça, c'est une zone de polarité, c'est aussi une résistance. Comprenez? Alors, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire ou encore qu'est-ce qu'ils font? Déjà ici, étant donné que nous sommes dans une zone de résistance, on est convaincu parce que nous sommes dans une tendance baissière. On est convaincu que le marché, voilà, le marché va chuter. On a quitté d'ici, hein, il ne faut pas oublier, hein, on a quitté ici de ça, 5 $. Je veux qu'ici à combien? 307 $. Ici, c'est une zone de réaction. La réaction, il est ici. 307, 5, 307. Et ça s'est passé très vite, comme vous pouvez le voir. Le 26 février. Le 26 février, à 26 mars. 61 mois seulement. 5 à 307 $. Donc, soit un investissement de 100%. Donc, un bénéfice de 100%. Excusez. Non, d'ailleurs, c'est plus d'ailleurs. 110% même. Bénéfice de 110%. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi, voilà, j'avais d'ailleurs partagé l'analyse, voilà, de suivre cette zone ici. Comprenez? Mais quand on attaque trader, voilà, on a gagné, hein, voilà. On a gagné parce que lorsque c'était partagé, la sortie était à 5 $. J'avais partagé la position et la sortie était à 5 $. L'entrée était à quelque chose de 270 quelque chose. À 245, on était déjà sorti. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est une zone, voilà, c'est une zone préalablement définie comme une zone de réaction. Maintenant, les gens n'ont pas tenu compte, ou encore nous n'avons pas tenu compte, ou encore on ne tient pas souvent compte, voilà. On ne tient pas souvent compte. Nous ne tenons pas souvent compte, voilà, dans quel niveau se trouvent les points. Nous venons très loin avec, voilà, cet actif ici. Nous venons très loin avec cet actif ici. Et là, vous pouvez au moins comprendre avec moi là où je suis exactement. Et également, pourquoi il y a eu ce terrain. Vous voyez, nous étions au niveau, voilà, nous étions dans un niveau de support, dans une zone de demande. Dans une zone de demande extrêmement importante. Donc, ici, c'était une zone d'achat. C'était vraiment une zone d'achat. Parce que nous étions dans un support historique. Dans une zone de support historique. Et ici, c'est difficile en tout cas de voir que... parce que d'abord, Tao, ou encore BitOrcel, c'est une ancienne crypto. Et voilà, la capitalisation boursière, elle est élevée aussi. Cela voudrait dire qu'il y a des investissements. Les gens ne pouvaient pas quand même se permettre de faire chuter totalement le marché dans ce sens. D'où, dans les niveaux où on s'est trouvé avec les points, il était essentiel que le marché puisse, voilà, que le marché puisse réagir. Vous comprenez? Donc, moi, j'ai simplement tenu compte de la zone, mais le contexte n'était pas favorable. Dans le sens où il y avait eu beaucoup d'achats ici, il y avait eu beaucoup d'achats, et là, ça ne tenait, ça ne tenait plus compte, voilà, des zones. Lorsqu'il y a des achats, lorsqu'il y a des achats,
Non seulement voilà, des prises, des positions des traders ou encore de la spéculation, mais lorsqu'il y a des investissements, c'est un actif, les zones ne représentent plus grand chose. Vous comprenez? Parce que c'est une force. Et la force, par moment, la force ne tient pas vraiment compte des niveaux ou encore des zones. Et c'est ce qui s'est passé ici réellement. Alors, ici, euh, pourquoi ne plus, voilà, c'est positionné simplement si une zone, voilà, identifiée comme une zone de polarité ou encore une ancienne résistance. Pourquoi ne plus se positionner simplement? D'abord, il faut tenir compte du contexte, tenir compte également du niveau du prix. Dans quel niveau des prix se trouve le marché? Dans quelle zone se trouve le marché? C'est très important et très capital. Et moi, je n'avais pas regardé le marché en weekly, comme ça, dans des bougies, des weekly comme ça. J'avais simplement regardé le marché en daily, d'où j'avais dit encore, voilà, j'avais décidé de me positionner ici. Et voilà, venir récupérer, voilà, bien que, voilà, j'étais à quelque chose de décent, comme ça. Donc, l'erreur à ne plus faire ici, lorsque vous voulez, voilà, lorsque vous voulez se positionner ou encore vendre le marché, c'est d'abord de regarder, voilà, de regarder premièrement euh, les investissements euh, qui ont lieu ou encore des investissements qui sont faits si, voilà, si cet actif-là. Vous comprenez ça, c'est des 1. D'aider, il ne faut pas simplement vendre une zone pour vendre une zone. Non. Il faudrait voir des réactions concrètes et réelles. Il faudrait également tenir compte de la tendance. On a vu ici que souvent dans une tendance voilà, haussière, il y a souvent aussi des réactions et des corrections. Mais vous voyez la force ici, jusqu'ici à venir ici. Sans aucune correction, en tout cas percutante. Et là, c'était déjà voilà, un message clair que nous allons venir ou encore nous allons monter encore plus. C'est une erreur que je fais, non, que je n'ai pas faite, mais c'est une erreur à ne pas en tout cas répéter. Comprenez? Alors, ici, c'est comme conseil quoi? Ne pas vendre dans une zone de résistance ou encore de polarité, simplement parce que c'est une zone de réaction. Mais d'abord, regardez euh, les contextes du point du marché. Est-ce que nous sommes extrêmement bas? Parce qu'ici, nous sommes extrêmement bas, nous étions tellement bas. Ou encore, nous sommes dans quel niveau des prix? Vous voyez? Nous sommes dans quel niveau des prix d'abord? Il faut identifier là. Alors, une autre erreur ici, c'est que pourquoi vendre, par exemple, Tao à ce niveau ici, c'était une erreur. Ou encore, quelle était une autre raison? C'est parce que, voilà, c'est parce que nous étions dans une tendance baissière. Vous comprenez? On a quitté ici des 143 dollars vers 300 dollars. Sans une réaction, en tout cas, percutante. Et ça interroge quand même. Parce que globalement, voilà, le marché était baissier. Et le marché est toujours baissier. Les bitcoins chutait. Et là, qu'est-ce que Tao faisait? Lui, il ne faisait que monter. Lui ne faisait que monter. Alors, la plupart des gens se sont fait, voilà, se sont fait avoir si cette zone ici, c'est parce que, étant donné que les bitcoins étaient en train de chuter, étant donné que la tendance euh, était globalement, voilà, baissière, Tao ne pouvait pas en tout cas résister ou encore casser ce niveau ici, aller un peu plus haut. Et ça, c'est ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas fonctionné. On n'a pas tenu compte, on n'a pas tenu compte on n'a pas tenu compte du niveau des prix ou encore de la zone. Je suis dans une zone extrêmement bas du prix. Et là, dans ce genre de niveau, ce sont les capitaux ou encore les flux des capitaux investis qui décident. Vous comprenez? Et ils ne tiennent pas compte
de l'évolution du prix du Bitcoin. Vous comprenez? Donc ça, c'est quand même un peu ça et il faudrait considérer ça. Et ici, nous verrons si réellement les capitaux là ne sont pas des manipulations. Lorsque cette zone ici va réagir parce que c'est une zone qui est censée réagir. Vu qu'on a cassé ça, il doit y avoir une correction et une réaction ici. Comprenez? Donc, derrière ici, c'est de ne pas simplement tenir compte, de là, comme je l'ai dit, la corrélation, la corrélation intermarché, c'est ce qui complique parfois vos décisions, nos décisions. Ne tenez pas simplement compte, de la corrélation intermarché. Oh non, si les bitcoins montent, les autres vont suivre. Si les bitcoins font ceci, les autres vont suivre. Mais attention, est-ce que vous avez vérifié les flux des capitaux pour la crypto-monnaie en question? Est-ce que vous avez vérifié les ordres d'achat? Est-ce que vous avez vérifié le nombre des positionnements à la hausse ou encore à la baisse? Donc ça, c'est très important. Il faudrait considérer ça. Alors, à quel moment faudrait-il vendre encore? C'est un niveau intéressant, bien sûr, mais ça n'a pas fonctionné. Alors, avec la stratégie vortex résistant, souvent, comme je l'ai dit, nous identifions d'abord, la tendance globale du marché. Nous regardons la psychologie des investisseurs. Nous identifions les zones où les marchés peuvent réagir. Vous comprenez? Et si par exemple, on prend ici l'exemple de HIP. HIP USDT. Je prends HIP USDT ici. Vous voyez par exemple HIP USDT. Voilà. Si on veut ici les petits unités de temps, vous allez comprendre cette zone ici. Voilà, vous voyez un peu dans quel niveau nous nous situons avec cette crypto ici. Comme vous pouvez le voir, ici, c'est une zone, une zone de polarité. Nous sommes dans une zone de polarité. Donc, normalement, l'actif devrait, en tout cas, corriger sérieusement ici. L'actif devrait corriger ce niveau ici. Parce que d'abord, cette crypto-monnaie, vous voyez, en fait, cette crypto-monnaie, elle est parmi les rares crypto-monnaies qui ont chuté jusque-là. Au contraire, au contraire, cette crypto a pris de la valeur par rapport à ce prix lorsqu'il y a les marchés corrigés. Il était à quelque chose de 25 dollars comme ça. Ensuite, il est monté jusqu'à 34 dollars. Et la crypto était arrivée à quelque chose de 37, si je ne me trompe pas, 37 dollars. Voilà. C'était ici, voilà. Ce niveau ici.
37 $. Alors qu'il est, voilà, alors qu'il est partout, voilà, ou encore le marché dans sa globalité, chutait. Mais les jetons, voilà, les jetons, au contraire, avoir pris en tout cas de la valeur. Alors, ce qui arrive, c'est quoi? Ce qui arrive, c'est quoi? C'est qu'on analyse toujours les marchés, voilà. C'est les petites unités de temps. Si par exemple, on prend ici, vous voyez dans quelle zone on se situe avec les prix. Donc, vous voyez, dans un niveau bas. Et ici, dans des telles zones, ce n'est plus vraiment la tendance, voilà. Ce n'est plus la tendance parce que n'oubliez pas que voilà, c'est une monnaie, voilà, de la plateforme IP liquide. Une plateforme souvent dédiée, voilà, euh, à des traders qui ont des gros capitaux. Donc, la crypto n'a pas suivi réellement, voilà, la tendance du Bitcoin, mais elle a quand même, voilà, pris de la valeur. Voilà, elle a quand même pris de la valeur par rapport au Bitcoin. Et là, on s'est fait avoir avec ces cryptos. Je me suis fait avoir également avec ces cryptos. Je crois également que certains d'entre vous se sont fait avoir avec ces cryptos. Avec cette crypto. Avec ces projets parce qu'il y a un tag trader, oui. On s'appuie sur des zones, bien sûr. Mais, vous voyez, c'était une zone, voilà, de polarité extrêmement importante. C'était d'abord support. Et voilà, ça devait en tout cas, et voilà, servir des résistances extrêmes. Alors ici, qu'est-ce qui arrive? Ce qui arrive, c'est que les marchés chutent, voilà. Vous voyez les marchés chuter et les prix arriver par exemple dans une telle zone. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous dites que non, je dois shorter les marchés parce que les prix ont tenté de chuter. Vous voyez ce qui arrive? Vous ne shortez pas les marchés en fonction euh, de l'évolution de l'actif et des données propres à l'actif. Mais vous tradez ou encore vous prenez simplement des positions short en fonction de la tendance globale. C'est une erreur fatale à ne plus commettre. C'est une erreur fatale à ne plus faire. Alors ici, que faudrait-il faire? Avant de se positionner, il faudrait d'abord, voilà, considérer les premières réactions. Est-ce qu'il y a eu des réactions? Par exemple, ici, vous voyez, il y a eu, voilà, il y a eu cette réaction ici. Et en deuxième temps ici, est-ce qu'il y a eu réaction? Lorsque vous ne voyez pas de la faiblesse, lorsque vous ne voyez pas de la faiblesse qui se manifeste, parce que comme ici, il n'y a pas de bougie claire, en tout cas de la faiblesse du marché. Bien que nous sommes dans une zone, voilà, de polarité, mais lorsque vous voyez des grosses bougies comme ça, vous voyez des petites bougies rouges, mais des bougies vertes qui sont dominantes, vous ne pouvez pas vous précipiter pour simplement vendre le marché. Mais vous devez tenir compte de l'évolution du prix. Ne pas simplement venir placer, voilà, placer un ordre de vente. Simplement venir placer un ordre de vente ici. Parce que vous placez un ordre de limite de vente ici, simplement parce que c'est une zone, voilà. C'est une zone de polarité, c'est une zone de résistance si le marché va chuter. Et qu'est-ce qui arrive souvent? Votre stop loss, voilà. Vous êtes fait, regardez même les stop loss, la réaction du point. Vous êtes fait avoir totalement. Alors souvent, comme je l'avais dit, comme il y a ici, c'est les marchés montent. Il y a la force acheteuse qui est totalement visible. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Vous précipitez simplement avant de les marcher. Non, il faut voir quand même de la faiblesse. C'est pas parce que les marchés montent qu'ils doivent chuter, non. D'abord, les marchés ont commencé à monter ici. Il y a des petites corrections, des manipulations ensuite. D'ailleurs, même si vous regardez les bougies ici, ça indique il y a des rejets, il y a des rejets, il y a des rejets ici quand même. Vous comprenez? Dans une telle situation, il faudrait simplement, voilà,
tenir compte des mouvements, par exemple des mouvements comme ça. Ce sont des mouvements qui prouvent qu'il y a de la faiblesse. Et vous pouvez profiter ici. On est ici 40 $. Jusqu'ici c'est combien? 36, 36,4 $. En tout cas, c'est suffisant. C'est quand même beaucoup. Voilà. Vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez se positionner et s'en sortir facilement du marché. Vous comprenez, au fait. Donc, il faudrait d'abord considérer la tendance, voilà. La tendance, d'abord, particulière de la crypto-monnaie. Il y a des crypto-monnaies qui ne suivent pas simplement ou encore aveuglément la tendance du Bitcoin. Vous devez tenir compte, voilà, des investissements, voilà, qui sont faits si cette crypto-monnaie-là. Et là, dans ce cas, vous pouvez se positionner sur le marché. Alors, là, je vous ai fait quand même savoir, c'est beaucoup plus des erreurs, hein, parce que là, c'est beaucoup plus des erreurs. C'est-à-dire, ne pas tenir compte des données propres à une crypto, mais prioriser simplement la tendance globale. C'est une erreur fatale. Parce que les marchés ne suivent pas simplement la tendance, mais il suit, comme vous pouvez le voir, il suit, voilà. Ou encore, il part la direction, il suit la direction, voilà, des capitaux. Si on peut aussi parler de cette crypto-monnaie ici. Je ne sais pas si c'est un meme coin. Mais récemment, elle avait monté jusqu'à 4 $. Ensuite, elle avait chuté à 1 $. Aujourd'hui, elle a remonté encore jusqu'à 2 $. Pourquoi? C'est parce qu'il y a des investissements. Il y a des investissements. Il y a des spéculations sur ces projets-là. Beaucoup de gens se sont positionnés à la hausse. Vous comprenez? Alors, dans ce genre de situation, qu'est-ce qui arrive? Ce qui arrive, c'est que les marchés ou encore les cours du jeton ne tiennent plus simplement compte, voilà, des, euh, du cours, voilà, du marché dans sa globalité, mais de la crypto-monnaie dans sa particularité. J'espère que vous retenez quand même. Vous essayez quand même de comprendre. Donc, ici, et nous, dans mes prises de position, souvent, je définis mes zones. Par exemple, je sais que ça c'est un niveau, voilà. Un niveau. Je sais que ça c'est un niveau, voilà. Ou ça c'est une zone, voilà. Une zone de polarité. Le marché, voilà, va réagir. Ce que je fais, je patiente. D'abord, je définis mes zones, ensuite je patiente. Je n'entre pas. Moi, souvent, je ne mets pas des ordres de limite là où genre, lorsque les prix, voilà. Je mets un ordre de limite simplement parce que non. Si le marché arrive là-bas, il va réagir. Non. D'abord, j'attends, voilà, des réactions concrètes. J'attends des réactions visibles avant de placer un quelconque ordre. Et j'espère que vous aussi, vous allez apprendre à faire la même chose que moi. Et quelque chose d'autre à faire, souvent, lorsque j'identifie, voilà, comme ça a été le cas, voilà, avec cette crypto-monnaie, ici, Sun, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, comment j'avais shorté, voilà, j'avais pris une position, voilà, à la baisse sur cette crypto-monnaie. Et d'ailleurs, voilà, d'ailleurs, l'opportunité a été partagée. Vous avez même vu, voilà, les captures. Hein. Vous avez vu les captures. Voilà, vous avez vu les captures. Même sur Facebook, tout ça. Voilà, c'est ça. Ici, pourquoi j'avais vendu par exemple le marché ici? Pourquoi j'avais vendu le marché, voilà. À partir d'ici. À partir d'ici, voilà, c'était là où j'avais fait mon entrée, c'est quelque chose d'ici là.
Et les stop loss, c'était voilà, quelque chose ici. C'est parce que, voilà. Premièrement, il y a eu cette cassure. D'abord, c'était quoi l'idée au fait? L'idée n'était même pas que je l'ai cassé. L'idée, c'était que ici, nous sommes sur une zone de polarité. Si on revient là-bas, nous sommes sur une zone de polarité. Vous comprenez? Alors, lorsque nous nous retrouvons dans cet endroit, soit il doit y avoir réaction vers cette zone ici encore, cette zone ici de polarité, soit il doit y avoir cassure de cette zone ici et réaction pour confirmer qu'il y a en tout cas voilà de la force, réaction et suivi de la tendance. Mais ce n'est pas ça ce qui s'était passé. Je vais voilà, je vais identifier d'abord ici ce niveau ici. Il y a eu des bougies fortes, des bougies baissières fortes. En plus également, les marchés avaient connu voilà, de la hausse, ça pourtant voilà, connaître des corrections quand même voilà. Ça pourtant connaître en tout cas des véritables corrections. Et là, j'avais partagé l'opportunité dans les forums WhatsApp. J'avais partagé cette opportunité ici. Alors, comment j'avais défini mon entrée et sortie? J'avais utilisé les retracements de Fibonacci. J'avais pour voilà les débits de la tendance. Vous comprenez? J'ai pris le débit de la tendance ici vers les derniers sommets. Vous voyez, j'avais défini voilà les sorties ici, dans ce niveau ici. La première sortie, je crois, c'était quelque chose ici. La deuxième, c'était 70, 50. Voilà, 50 ici. Et la troisième sortie, c'était à 0,17. Donc, ça, 70. 0,0170. C'était ça, la dernière sortie. Mais vous voyez, tous les 3 TP, tous les 2 TP ont été touchés, mais les troisièmes a failli voilà, être touché. Alors, pourquoi j'avais, voilà, pourquoi je n'ai pas mis, voilà, ou encore, voilà, pourquoi je n'ai pas voulu, voilà, aller rechercher les bas du marché ici. Et c'est parce qu'il y avait de la force haussière. Il y avait de la force haussière. C'était des vendeurs qui dominaient. Mais étant donné que, voilà, ils dominaient le marché, mais quand même, il devait y avoir, voilà, des ventes. La prise de profit. Et dans cette prise de profit, il y a des zones spécifiques où les marchés peuvent réagir encore. Les ordres vont s'arrêter. Et là, j'avais défini ma sortie à partir d'ici. Alors, ma question, c'est comment vous définissez vos sorties? Donc, il y a des façons de définir votre sortie. Vous pouvez les définir avec les niveaux de Fibonacci et les tracements de Fibonacci, avec l'outil de tracement de Fibonacci. Ou encore, en tenant compte de votre risque et reward. Combien vous risquez pour gagner combien. Donc, je pense que nous avons quand même, voilà, essayé de vous expliquer comment et à quel moment vendre des marchés, à quel moment faudrait-il sortir, à quel moment faudrait-il définir sa sortie, son TP. Et cela vous aiderait en tout cas énormément. Le marché est robuste et faisons un effort de prendre en considération l'apprentissage, car grâce à l'apprentissage, nous allons voilà, comprendre concrètement le trading. J'espère que voilà, ce coaching vous aidera à aller un peu plus de l'avant. Et nous sommes toujours là pour vous apporter notre assistance. Donc, travaillez encore pour la croissance de votre portefeuille. Et cela commence par la prise de conscience que le marché n'est pas un jeu d'hasard, c'est un domaine et qu'il faudrait apprendre. Merci et à bientôt.